Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, postdocteur en biologie pour La Science te parle. On est dimanche, je n'avais pas prévu de faire ces vidéos avant le mois d'août, je vous avais dit qu'il n'y en aurait que 3, finalement il y en aura beaucoup plus. Mais Christine Coton a sorti encore quelque chose hier sur Twitter et que je n'ai pas envie de débunker de manière directe parce que cela me prendrait trop de temps, donc je vais le débunker de manière indirecte. C'est-à-dire que je vais vous donner les outils pour que vous puissiez faire vous-même le travail. Alors moi je suis bloqué par Christine Coton, mais beaucoup de gens font des screenshots et donc je peux voir passer aussi ce qu'elle dit, donc je rassure Christine, le fait que tu m'aies bloqué, cher ami, je peux quand même voir ce que tu racontes. La manière donc que je vais procéder, c'est que je vais faire deux vidéos et dans cette première je vais vous donner une sorte de cours sur comment est-ce qu'on écrit en design un projet de recherche en biologie. Et je parle de la biologie parce que c'est ce que je maîtrise le plus, et que de toute façon, Christine Coton, on parle des vaccins et donc de biologie. Alors, d'une manière générale, et c'est ce que je disais aux élèves que j'avais en mathématiques lorsque je donnais des cours particuliers à l'université, en plus d'être serveur, il fallait bien gagner sa vie, c'est ceci. En mathématiques, vous partez de ce que vous savez, de démonstrations déjà faites, ou d'axiomes, ou de ce que vous voulez. Vous savez où vous voulez venir, en général, c'est l'énoncé de l'exercice. Et vous, votre but, c'est de trouver le chemin qui va permettre de partir de ce que vous savez pour arriver là où vous voulez. Vous devez avoir le chemin entre les deux. Ce chemin, c'est la démonstration. Bon. En biologie, il y a quelque chose de similaire. C'est-à-dire qu'on sait de quoi on part, c'est ce qu'on appelle le background. On a notre hypothèse, donc c'est prouver, confirmer ou infirmer notre hypothèse. Donc ça, c'est là où on veut arriver. Et au milieu, on va utiliser une méthode. Et je me suis intéressé depuis quelques années, en tout cas depuis le début de ma thèse, à essayer de voir si les naïfs, au sens premier du terme, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas en recherche, des naïfs de recherche, des gens qui ne sont pas dans ce milieu, comprennent les méthodes utilisées et les différents points de la méthode utilisée lorsqu'ils parlent de recherche et de science. Je vais vous parler d'un livre qui a été très médiatisé en 2014, quand il est sorti en 2014, il a été très médiatisé. Les médias en ont beaucoup parlé, mais il n'y a jamais eu de critique de la méthode dans ce livre. Et en fait, moi je l'ai acheté, j'ai été très intéressé en me disant, bon, c'est un journaliste qui écrit, il sait d'où il part, il fait une hypothèse, il veut prouver son hypothèse, il a une méthodologie derrière, il pense être scientifique, je vais vérifier si c'est le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce qu'il a oublié beaucoup de choses au milieu. Le livre dont je parle, c'est celui-ci, Le Test, de Stéphane Alix. Alors Stéphane Alix est un grand reporter, il a beaucoup travaillé sur des zones de conflit, et il s'intéresse depuis quelques années à la vie après la mort, et il veut démontrer dans ce livre, enfin c'est son hypothèse en tout cas, qu'il peut y avoir une communication entre le monde des vivants et le monde des morts, et une communication de manière directe. Ça c'est important, le terme direct. Bon. Il part d'un background, de ce qu'il sait. Premier point, tous les humains meurent. Très bien. Deuxième point, il y a des médiums. Et les médiums, il nous dit, ils peuvent voir des images de l'au-delà, c'est-à-dire ils ont un accès, ce sont des humains qui ont un accès à l'au-delà. Ça, pour lui, c'est son background. On meurt tous, il y a un accès à l'au-delà par des personnes. Et moi, je fais l'hypothèse que les médiums peuvent communiquer, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une communication directe entre les vivants et les morts par les médiums. Quelle est la méthodologie que je vais mettre en place pour prouver cela? Ce n'est pas un livre scientifique, le bonhomme n'est pas scientifique, mais il veut utiliser la méthode scientifique, on va voir à quel point il se trompe. Alors, je précise de suite, ceux qui me suivent en vidéo le savent, je suis catholique, je précise que le catholicisme ne reconnaît pas les médiums, ni les voyantes. Les voyantes d'ailleurs, ça nous est interdit par le Christ. Donc d'un point de vue scientifique et d'un point de vue religieux, je ne crois ni aux médiums ni aux voyantes. Ceci étant fait, je veux savoir si dans son livre, il a utilisé la bonne méthodologie scientifique. Comment il a fait? Son père, feu son père, paix à son âme, et je présente mes condoléances à Stéphane Alix s'il voit la vidéo, est décédé en 2013. Il va placer 4 objets dans le tombeau de son père, dans le tombeau, enfin le cercueil, pardon, de son père, donc en contact direct avec le corps de son père. Il ne va en parler à personne, je crois qu'il a une sœur ou un frère ou quelque chose comme ça, il ne va en parler à personne, et il va aller voir 5 médiums partout en France, donc des médiums qui ne se connaissent pas forcément, et il va leur demander, est-ce que mon père vous décrit des objets? Bon.
d'un point de vue naïf, en tout cas d'un point de vue médiatique, on se dit c'est une bonne méthode pour savoir s'il y a communication avec l'au-delà. Bon. Le problème, c'est que la méthode n'est pas bonne, parce qu'il a oublié un certain nombre de paramètres qui sont extrêmement importants. Alors, son background, on ne revient pas dessus. Son hypothèse, on ne revient pas dessus. À partir du background, il fait son hypothèse qui est logique. C'est-à-dire qu'à partir du background qu'il a, l'hypothèse est tout à fait logique. Donc, je ne remets en aucun cas son hypothèse en cause par rapport à son background. Après, c'est autre chose, savoir si on y croit ou pas, mais pour lui, l'hypothèse est logique. La manip n'est que partielle. Et c'est un peu le problème, c'est que il part d'un point en disant je vais mettre des objets dans le tombeau de mon père, donc en contact direct, donc forcément s'il y a communication avec l'au-delà, mon père pourra décrire ces objets puisqu'ils sont à côté de lui. La méthodologie n'est que partielle parce qu'il va... Le modèle est bon, si vous voulez, c'est-à-dire que le modèle est bon, le modèle c'est son père, le modèle ce sont les objets à côté de son père, en contact direct avec le corps de son père, donc le modèle pour son hypothèse est tout à fait valable. Le problème, ce sont les contrôles. C'est qu'il n'a aucun contrôle dans son expérience. Alors, quel contrôle il aurait dû faire? Il se rend lui-même chez les médiums. Et ce qu'il n'a pas supprimé de son expérience, c'est l'idée de mentalisme. Alors, je ne suis pas du tout un expert en mentalisme et je ne sais pas trop ce que c'est. Mais de ce que je pense, c'est que le mentalisme, on peut faire des suggestions, lui, on peut... il y a une sorte de connexion, alors Clément Fraisse expliquerait mieux que moi, enfin voilà, je fais ça juste comme ça. Mais il aurait dû supprimer cette hypothèse du mentalisme dans son expérience. Et donc, ce qu'il aurait dû faire, c'est lui aller voir 5 médiums, leur poser la même question, est-ce que mon père vous parle d'objets particuliers? Décrivez-les-moi. Il aurait pu dire, bon, c'est peut-être dû au mentalisme, ou c'est peut-être dû au fait que les médiums aient une communication directe avec mon père. Pour l'instant, il ne peut pas conclure. C'est un peu le sous-titre de son livre, c'est que comme il n'a fait que cette expérience-là, il ne peut pas conclure. Il aurait pu dire à son frère ou à sa sœur, écoute, va voir un médium et pose-leur cette question, est-ce que papa, donc on va voir les 5 mêmes médiums, bien sûr, il faut que ce soit les mêmes, est-ce que papa parle d'objets particuliers? La même question que lui pose au médium, il demande à son frère et à sa sœur d'aller voir, et il pose exactement la même question quelques temps plus tard, ou quelques temps avant, peu importe dans quel ordre il le fait, mais moi je dirais plutôt quelques temps avant, parce qu'il ne faut pas que le médium soit influencé, bien sûr, par s'il y a du mentalisme, donc plutôt quelques temps avant. Et il dit à son frère et sa sœur, voilà, tu demandes si papa parle d'objets particuliers. Bon. Ça, c'est un contrôle négatif, c'est-à-dire que la sœur ne sait pas de quoi il parle, elle n'a aucune idée qu'il a mis des objets dans le cercueil de son père, il n'a aucune idée. Mais elle va poser les mêmes questions que lui, avant lui. Et donc, du coup, il peut y avoir, on peut comparer les résultats. Ça, c'est un contrôle négatif. La sœur ne sait pas du tout de quoi on parle, mais on va refaire la manip avec elle. Contrôle négatif, puis il y a le contrôle positif. Contrôle positif, ça serait quoi? Un exemple dans ce cas-là, c'est d'écrire au médium. On écrit au médium sous un faux nom. Je veux dire, on change les noms aussi à un moment donné, parce que si vous allez voir 3 fois des médiums, c'est compliqué. Mais vous écrivez au médium, donc toujours les 5 mêmes, ou vous prenez un panel plus grand, après tout, mais bon, après je comprends qu'il n'y a pas de médium à tous les coins de rue, 5 mêmes. Vous écrivez, vous dites, écoutez, mon père est décédé, j'ai mis des objets dans le cercueil de mon père, est-ce que vous pouvez me décrire les objets? Contrôle positif. Positif, pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a des objets dans le cercueil du père, et vous demandez directement quels sont les objets dans le cercueil du père. C'est un contrôle positif. Ils ont une information en plus. D'accord? Bon. Et là, vous voyez les réponses, vous comparez les réponses. À partir de là, vous pouvez conclure. Mais si vous n'avez pas les contrôles, vous ne pouvez pas conclure. Ça, c'est une méthodologie stricte, mais c'est une méthodologie qui n'est pas dans un monde scientifique. Alors, voilà, c'est pour vous donner une généralité. Maintenant, on va parler de quelque chose de plus précis. On va parler de mon sujet de thèse, par exemple. Et mon sujet de thèse, alors, un de mes sujets de thèse, puisque j'en ai eu 3, et vous avez les publications, je veux dire, ceux qui cherchent mon nom, vous les avez. Mais on va parler du sujet de thèse sur lequel j'ai commencé ma thèse. Il y a des personnes qui sont hypertendues et il existe différentes voies pour mener à l'hypertension, c'est-à-dire qu'il existe différentes formes d'hypertension parce qu'il existe différents facteurs qui vont mener à l'hypertension.
Moi, je m'occupais d'un type d'hypertension particulier qui est une hypertension résistante, c'est-à-dire que les malades, les patients, lorsque vous leur donnez les médicaments qui sont sur le marché, créent une résistance à ces médicaments et donc il n'y a plus aucun effet, donc continuent à avoir leur hypertension, donc peuvent mourir de leur hypertension. Et cette hypertension résistante était due à une tumeur surrénalienne qu'on appelle aldosterone producing adenoma. Alors, on peut l'enlever chirurgicalement, oui, non, enfin c'est un peu compliqué selon les cas, on ne va pas rentrer là-dessus, parce que moi j'ai travaillé aussi sur la chirurgie de ces tumeurs, en analysant statistiques, etc. Enfin bref, on ne va pas revenir là-dessus, mais en gros, les patients ont une résistance au traitement actuel, ces patients ont une tumeur particulière qui les rend hypertendus, et nous, on veut trouver de nouveaux moyens, en fait, de leur stabiliser la pression artérielle pour qu'ils ne soient plus malades. Enfin, ils seront toujours malades, mais disons que le traitement leur permettra de vivre et d'éviter de mourir trop tôt de leur maladie. Bon, c'est le but d'un traitement. Ça n'est pas de guérir, c'est de soigner, d'éviter les souffrances, d'éviter d'avoir des effets secondaires à la maladie, etc. Enfin, voilà. Donc, moi, j'ai mon background, à savoir, il y a ces patients et il y a quelque chose que je sais, c'est que aldosterone producing adenoma, on a une surexpression d'aldostérone et l'aldostérone mène à de l'hypertension. Alors, qu'est-ce que l'aldostérone vite fait? L'aldostérone, c'est l'hormone qui nous permet de sortir du monde aquatique pour vivre sur un milieu terrestre. Parce que, comme vous le savez, nous ne sommes pas des poissons et nous vivons dans un milieu terrestre. Or, le fait que notre corps est essentiellement composé d'eau, la vie étant apparue dans l'eau, le fait de vivre à l'extérieur, nous pouvons perdre notre eau et donc mourir. Et l'évolution a créé, il y a 170 millions d'années à peu près, je crois que la première ébauche du système rénine-angiotensine, c'est il y a 170 millions d'années à vérifier, mais quand j'avais écrit les papiers, c'était à peu près ça. Il y a 170 millions d'années, il y a une hormone qui va se mettre en place, qui est l'aldostérone, qui va permettre la rétention d'eau dans l'organisme. C'est-à-dire qu'en gros, l'aldostérone va permettre, si on est en période de forte chaleur, là, de canicule dans certains endroits, il fait trop chaud, vous êtes dehors, vous transpirez, et bien, vous ne vous videz pas de votre eau et vous ne transpirez pas 5 litres à l'heure pour mourir. Voyez, bon. Vous coupez, vous faites la cuisine, vous coupez le doigt, et bien, votre sang ne va pas couler en abondance pour vous tuer. Bon, ça dépend où c'est que vous êtes tranché. Si vous tranchez à gorge, il y a peu de chances que vous surviviez, mais comprenez ce que je veux dire, une coupure normale ne vous tuera pas. Vous urinez, vous n'allez pas uriner toute l'eau de votre corps. Voilà. Donc l'aldostérone agit sur un certain nombre de tissus, y compris sur le rein, de manière directe. Donc le rein, c'est pour l'urine, ce qui vous permet de ne pas mourir déshydraté. Bon. Donc l'aldostérone permet de passer de milieu marin à un milieu terrestre. Le problème de l'aldostérone, c'est que lorsqu'elle est produite en excès, eh bien vous avez une vasoconstriction très importante des vaisseaux sanguins et vous arrivez à une masse d'eau trop importante et donc vous avez de l'hypertension. D'accord? C'est-à-dire que vos vaisseaux sont rétrécissent et sont soumis à une masse d'eau de plus en plus importante et prenez un tuyau d'eau, vous le pliez un peu, c'est-à-dire vous réduisez l'eau qui peut passer, mais le débit est toujours le même, puisque le volume sanguin, tout ça est toujours le même que votre cœur bat, et bien à un moment donné, si vous faites ça trop longtemps, le tuyau va lâcher, et lorsqu'une artère lâche, ça peut être fatal. C'est ce qu'on appelle techniquement un AVC. Ça peut être fatal. Donc, moi, je dois étudier chez ces patients-là qui produisent trop d'aldostérone, dont les médicaments actuels ne marchent plus, qui ont une hypertension résistante, je dois leur trouver de nouvelles thérapies, je ne sais pas projet d'hygiénique, mais de nouvelles thérapies. Donc moi, je dois trouver de nouvelles cibles thérapeutiques. À savoir que ces patients représentent 5% des hypertendus, on estime qu'il y a environ 1,2 milliard d'hypertendus dans le monde, 5% de 1,2 milliard, ça commence à faire du monde. Bon. Donc, moi, je dois trouver de nouvelles cibles thérapeutiques. Pour cela, donc, j'ai mon modèle, j'ai mon background, il y a des hypertendus, et c'est dû chez mon modèle, chez mes patients, à l'aldostérone. Mon hypothèse, c'est que je peux réguler la quantité d'aldostérone via le système qui produit lui-même de l'aldostérone. D'accord? Donc, via ce système, je peux arriver à réguler la quantité d'aldostérone, ce qui paraît logique. D'accord? Et je vais me focaliser sur un pathway particulier qui est le pathway angiotensine 2, ACE2, angiotensine 1,7. C'est-à-dire que l'angiotensine 2 est le principal producteur d'aldostérone. ACE2, ACE2 en français,
que l'on connaît très bien maintenant, parce que c'est la porte d'entrée du SARS-CoV-2 chez l'humain, enfin dans les cellules humaines. ACE2 va cliver l'angiotensine 2 pour donner l'angiotensine 1,7. Et on se dit l'angiotensine 1,7 va permettre de réduire la quantité d'aldostérone via au moins deux voies. Le fait que c'est l'angiotensine 2 qui produit et que si j'ai moins d'angiotensine 2, donc pour avoir plus d'angiotensine 1,7, c'est super. Et surtout, je vais avoir moins d'aldostérone, l'angiotensine 1,7 va se fixer sur le récepteur MAS et via cette voie, je peux aussi réguler la quantité d'aldostérone, donc on a deux voies possibles. Ça, c'est notre hypothèse. Notre hypothèse, c'est l'angiotensine 1,7 est impliquée dans la régulation de l'aldostérone. D'accord ? Quels moyens on va utiliser pour vérifier cette hypothèse? Tout d'abord, il faut que je détermine le modèle. C'est-à-dire qu'il me faut un modèle qui produise l'aldostérone, bien évidemment, où il y ait tous les pathways de stéroïdogénèse pour produire l'aldostérone, où j'ai le récepteur d'angiotensine 1,7, c'est-à-dire MAS récepteur, pour étudier le récepteur lui-même, où j'ai ACE2 pour étudier la fonction d'ACE2, donc il me faut un modèle complet. Et il me faut aussi un modèle qui se rapproche de l'humain. Bon, en tout cas le plus possible. Et c'est souvent là d'ailleurs où les problèmes arrivent. Et je vais vous expliquer les problèmes que l'on a eus avec les modèles qu'on a utilisés. Alors, il y a deux lignées cellulaires communes pour étudier la production de l'aldostérone. Moi, je devais vérifier sur ces lignées, est-ce qu'elles avaient ACE2, est-ce qu'elles avaient MAS récepteur, le récepteur MAS de l'angiotensine 1,7. Elles les avaient, deux lignées. Les pathways de stéroïdogénèse ne sont pas tout à fait les mêmes, mais ce sont des lignées qui dérivent de l'humain, des lignées cellulaires qui dérivent de l'humain. Je peux les utiliser comme modèle. Donc la première chose que j'ai fait, c'est de vérifier mes modèles, savoir si j'avais tous les éléments dans mes modèles, de manière endogène bien évidemment, qui me permettraient d'étudier et de résoudre mon problème de mon hypothèse. Donc on a choisi deux modèles in vitro. J'aurais pu choisir un modèle in vivo, c'est-à-dire un modèle animal. Mais là où je travaillais, c'est dans un hôpital, on n'avait pas d'animalerie, donc on devait choisir des modèles in vitro. Donc on a choisi des modèles in vitro. Parce que oui, les modèles dépendent aussi des moyens du laboratoire. Ça, c'est important à avoir en tête. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je dois définir les contrôles. C'est-à-dire que lorsque je vais faire mes expériences, je dois faire en sorte que je puisse interpréter mes expériences. Donc, je dois avoir mes contrôles. Alors, le contrôle négatif le plus simple, c'est de me dire, voilà, si angiotensine 7 est impliquée, si je n'ai pas d'angiotensine 7, ben, je n'aurai rien. C'est-à-dire que je ne mets pas d'angiotensine 7, c'est pas impliqué, donc c'est mon contrôle négatif, je dois avoir aucun résultat. Enfin, je dois avoir une quantité d'aldostérone classique, disons. Bon. Ça, c'est le contrôle positif le plus classique, mais il existe d'autres contrôles positifs. Je vous ai dit que l'angiotensine 7 est produite à partir d'angiotensine 2 via ACE2 et qu'angiotensine 7 agit sur le récepteur MAS. Deuxième contrôle négatif possible, ben, je bloque ACE2 et je vois ce qui se passe. C'est-à-dire que je bloque ACE2, il n'y a pas d'angiotensine 7, donc je vois ce qui se passe. Troisième contrôle négatif, eh bien je bloque MAS récepteur, le récepteur MAS. Comme ça, même si j'ai angiotensine 7, il ne va pas sur MAS, et donc je vois ce qui se passe aussi. N'oubliez pas que j'ai deux hypothèses. 1, c'est du ACE2, 2, c'est du MAS. Et là, je peux conclure à mes expériences. Donc j'ai mon contrôle où je ne vais strictement rien toucher, j'ai un contrôle où je ne stimule pas, je ne touche rien. J'ai un contrôle où je vais stimuler avec angiotensine 7 à différentes doses, où je peux voir les effets d'angiotensine 7. J'ai des contrôles où je vais bloquer MAS récepteur, puis je vois les effets du blocage de MAS récepteur. J'ai des contrôles où je vais bloquer ACE2, je vois les effets de blocage ACE2. Et j'ai des contrôles que je vais stimuler avec angiotensine 2, et je vois lorsque je surstimule avec angiotensine 2 ce qui se passe. Est-ce que j'ai une production endogène d'angiotensine 7, etc. J'ai mes contrôles négatifs, mes contrôles positifs. Le contrôle positif, c'est la surproduction d'angiotensine 2 et la stimulation avec angiotensine 7. Donc j'ai toutes mes valeurs, positifs, négatifs, sachant que la manip initiale, c'est je regarde mes cellules telles quelles et puis je vois ce qui se passe. Bon. Donc j'ai toutes mes conditions avec les contrôles négatifs, positifs et le classique, enfin ce que je veux voir, quoi. Bon. Alors ce que je veux voir, c'est si je stimule avec angiotensine 7 et si je ne fais rien, je vois ce qui se passe. Bon. Et une fois que j'ai toutes ces conditions, donc mes contrôles positifs, négatifs, plus mon modèle, je fais mes manips. Bon. Duplicat, triplicat, alors moi je fais jusqu'au quintuplicat, c'est-à-dire 5 fois.
Alors, il faut comprendre un truc, c'est que lorsque vous faites des expériences, en fait, par exemple, sur votre puits, vous avez des plaques 12 puits, vous faites 4 conditions par plaque et vous avez 3 puits pour chacune des conditions. Donc, vous avez un triplicat et ensuite, cette manip, vous le faites au moins 3 fois. Donc, vous avez 9 points, en fait, par condition, si vous voulez. Ça vous permet de faire des statistiques parce que si vous faites qu'une seule fois la condition avec un seul puits, si la manip a raté, vous ne pouvez pas le savoir. Donc ça, c'est aussi important de voir le système que vous avez utilisé, de quelle manière vous avez fait votre manip. Bon. On a toutes ces conditions, contrôle positif, négatif. J'espère que vous avez bien compris, contrôle, j'ai bien expliqué ça. Et on regarde ce qui se passe. Et on veut voir donc si un angiotensine 7 régule la quantité d'aldostérone, c'est-à-dire si ça réduit la quantité d'aldostérone. Donc on s'est aperçu que donc on compare par rapport au contrôle où on ne stimule pas, et on voit ce qui se passe. Et ce qu'on s'est aperçu, en fait, c'est que au dose où on utilisait un angiotensine 7, eh bien, on n'avait pas de diminution d'aldostérone, au contraire, on avait une surproduction d'aldostérone. C'est embêtant. Alors là, on se dit, soit le modèle n'est pas bon, soit il y a d'autres voies, d'autres pathways possibles à laquelle on n'a pas pensé. Et donc, votre hypothèse, c'était qu'un angiotensine 7 permet de déréguler la quantité d'aldostérone, c'est-à-dire de diminuer la quantité d'aldostérone. Là, vous vous trouvez avec une augmentation de la quantité d'aldostérone, vous devez affiner votre hypothèse. C'est-à-dire dire, ben, les pathways sur lesquels on pensait que ça passait, ça passe pas là. Donc, sur quel récepteur, par exemple, l'angiotensine 7 se fixe pour augmenter la quantité d'aldostérone? Le récepteur le plus probable, c'est angiotensine type 1. Pourquoi? Parce que c'est le récepteur d'angiotensine 2, donc c'est celui qui produit directement l'aldostérone. Vous cherchez un peu en littérature les affinités, vous voyez qu'angiotensine 7 a une affinité très faible pour AT1, c'est-à-dire le récepteur angiotensine 2, mais vous dites, ça peut passer par là. Et vous refaites les manips avec vos contrôles positifs, négatifs, sauf que là, au lieu de bloquer seulement masse, vous avez aussi des conditions, vous bloquez AT1. C'est normal parce que vous vous dites, maintenant, ça passe sans doute aussi par AT1. Bon, donc vous bloquez aussi AT1. Et là, le résultat, c'est que ben, vous n'avez pas d'aldostérone. Et là, vous dérégulez, vous diminuez votre quantité de production d'aldostérone. Alors là, on se dit, bon, il y a deux choses qu'on a utilisées. Premièrement, un modèle qui est peut-être pas exceptionnel pour vérifier, pour voir chez l'humain ce qui se passe. Le modèle est peut-être foireux. Ou alors, c'est les concentrations qu'on a utilisées qui sont trop importantes. Sachant qu'en pharmacologie, comme on travaille pour déterminer des cibles thérapeutiques et qu'on travaille aussi pour la mise en place de médicaments, en fait, on fait des tests de concentration. Donc, vous avez des échelles de concentration qui vous permettent de voir lesquelles sont létales, lesquelles vont poser des effets secondaires et lesquelles sont viables. Bon. Donc là, en fait, notre système était correct, mais ce qui n'était pas correct, c'était les quantités qu'on utilisait, qui étaient trop fortes, en fait. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on se dit, le jour où on mettra au point un médicament, ces concentrations-là ne devront pas être utilisées parce qu'on va jouer sur un autre système qui permettra l'augmentation de l'aldostérone et donc on va avoir des effets secondaires qui sont l'opposé de ce que l'on veut avoir en réalité. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc en fait, on n'a pas eu de résultat négatif. On a dit notre première hypothèse, pour l'instant, on ne peut pas savoir, donc à savoir qu'angiotensine 7 régule la quantité d'aldostérone, on ne peut pas savoir si c'est vrai. Mais ce que l'on sait, c'est que lorsque l'on stimule trop avec angiotensine 7, alors on a une augmentation d'aldostérone via le fait qu'angiotensine 7 va se fixer malgré sa faible affinité sur le récepteur AT1. Bon. Donc là, on se dit, on va changer de modèle et voir ce qui se passe dans un autre modèle. Et le meilleur modèle pour l'humain étant lui-même, on a pris des biopsies de surrénal, donc chez des gens malades, chez ces gens-là, pris des biopsies de surrénal, et donc on a étudié le surrénal et on a fait nos manips sur la surrénale. Ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'angiotensine 7 régulait bien l'aldostérone, mais trop faiblement, c'est-à-dire que ça ne permettrait pas de réguler l'hypertension. Et qu'il fallait qu'on aide angiotensine 7 par le diminazène acéturate, c'est un composé qui stimule ACE2. Et l'avantage de ce composé qui stimule ACE2, c'est que c'est un composé qui existe déjà dans la pharmacopée vétérinaire, pas chez l'humain, il n'est pas donné chez l'humain, mais on connaît déjà les doses, etc. qu'on peut utiliser chez la pharmacopée vétérinaire. Donc là, ce que vous devez faire aussi, c'est que vous devez vérifier qu'il n'y ait pas de létalité de diminazène acéturate sur vos cellules. Donc vous regardez la létalité, bien évidemment. Et vous stimulez ACE2, c'est-à-dire que lorsque vous avez une concentration d'angiotensine 2 qui ressemble à celle de l'humain, donc là, vous stimulez vos cellules avec angiotensine 2, vous mettez le diminazène acéturate, vous clivez angiotensine 2, vous avez plus d'angiotensine 7, et là vous voyez un effet, qui n'est pas très important, mais enfin il y a un petit effet quand même. Donc on se dit, en fait, il faut qu'on joue sur les concentrations de diminazène acéturate, du stimulateur d'ACE2,
Et encore une fois, ACE2, on le connaît bien ces derniers temps, puisque c'est les portes d'entrée du SARS-CoV-2 dans la cellule, qui vont nous permettre d'avoir un effet réel chez l'humain. Bon, alors moi, j'ai pas tout à fait fini ça, puisque entre-temps, j'ai fini ma thèse, etc., et que je suis parti d'Italie pour faire mon postdoc, mais on a publié sur le fait qu'un angiotensine 7 à trop grande dose se fixait sur AT1 récepteur, donc permettait une augmentation de l'aldostérone. Donc on dit à l'industrie pharma, attention, lorsque vous voudrez sortir le médicament, faites gaffe aux doses parce que voilà ce que ça peut faire. Donc on a déterminé des effets secondaires possibles qui n'étaient pas connus. On a démontré l'effet du DIS à différentes concentrations, mais pas suffisamment pour avoir un effet thérapeutique. Ça veut dire que 10 doit être sans doute couplé à d'autres médicaments, mais qui permettrait de limiter la résistance à d'autres médicaments justement, et donc à soigner les patients. Ça c'est important, c'est-à-dire qu'un médicament seul, souvent, c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de patients polymédicamentés, c'est qu'un médicament seul, des fois, ne permet pas de soigner une pathologie. Il faut une combinaison de plusieurs médicaments. Donc vous voyez par là où on est parti pour finir ce projet. Nous avons des patients qui sont résistants à l'hypertension parce qu'ils ont un adénome surrénalien ou qui produit trop de surrénal. Nous avons un système au milieu qui est le système de production de l'aldostérone et c'est sur ce système que nous allons jouer parce que nous en faisons l'hypothèse. Nous faisons l'hypothèse que ce système peut se réguler si on stimule certaines parties. Et nous, on avait pensé que c'était masse récepteur angiotensine 7, on a vu que ce n'était pas tout à fait ça. Bon. Et donc, on a affiné les hypothèses en fonction des résultats que l'on a. C'est-à-dire que votre hypothèse que vous avez le jour 1, c'est sans doute pas l'hypothèse que vous aurez le jour 5 quand vous aurez commencé vos manips. Pourquoi? Parce que les résultats posent d'autres questions et donc vous allez affiner. Nos autres questions, c'était on a une augmentation d'aldostérone, c'était pas prévu, par quel récepteur il passe? Donc on a une donnée supplémentaire qui a un nouveau background. On a une augmentation d'aldostérone, par où ça passe? AT1. Ça doit passer par AT1. On va bloquer AT1. Tiens, c'est super, ça marche comme ça. Mais si on ajoute le DIS, le stimulateur d'ACE2, eh ben, ça a encore plus d'effets, etc. Bon. Donc on affine les hypothèses. Et là, on voit que dans le livre de Stéphane Alix, on n'a pas affiné les hypothèses. C'est-à-dire que lui, il aurait dû se dire, attends, les médiums arrivent à trouver plus ou moins les objets que j'ai dans le cercueil de mon père. Mais peut-être que je peux faire maintenant l'hypothèse, c'est peut-être médiumnique, pas médiumnique, peut-être une communication directe entre moi et la personne du mentalisme. Je cherchais le mot. Donc je fais l'hypothèse que les résultats sont dus au mentalisme, donc je vais supprimer le mentalisme. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fait les bons contrôles au début, vous pouvez toujours ajuster à un certain moment parce que vous avez vu que ça ne fitait pas avec votre hypothèse. Donc vous dites, ah mais peut-être qu'il y a ça. Donc il faut avoir le maximum de contrôle au début. J'espère que je vous ai bien expliqué. Contrôle, il faut avoir au maximum les contrôles au début. Et vous voyez que nous, on en avait pas mal de contrôles. On avait le blocage de masse, on avait sans angiotensine 7, sans angiotensine 2, le blocage d'ACE, après on a stimulé ACE, après on a bloqué AT1 récepteur. Bon, on a fait aussi des essais en bloquant AT1 récepteur, masse récepteur, etc. Enfin, on a combiné les deux. Bon, c'est pour ça que je n'ai pas parlé de tous les modèles qu'on avait, mais tous les contrôles qu'on avait, mais on a eu beaucoup de contrôles pour nos manips. On a comparé beaucoup de choses ensemble. Alors, c'était aussi des expériences différentes, mais on a affiné au fur et à mesure. Donc, on a pris des contrôles en plus. Chaque fois que vous affinez les hypothèses, que vous dites, tiens, c'est une autre hypothèse, vous prenez des contrôles en plus. Donc, le contrôle, c'est extrêmement important et c'est souvent ce qui est oublié lorsque les naïfs en recherche parlent de recherche. C'est oublié aussi parfois par les chercheurs eux-mêmes. Et vous avez des tests, c'est ce que je vous ai dit, on a testé plusieurs concentrations, etc. Mais si vous avez un anticorps, vous devez par exemple tester que l'anticorps fonctionne. Je vous ai dit au début, moi j'ai regardé qu'il y ait bien dans mon système, dans mon modèle, qu'il y ait bien masse récepteur, ACE1, ACE2, pardon, etc. Donc j'ai regardé qu'il y ait tout mon système que je voulais étudier dans mon modèle. Vous avez des gens qui publient des publications et qui ne regardent pas s'il y a tout le modèle à l'intérieur. Et nous, on a d'abord publié ça, c'est-à-dire qu'on a dit à tout le modèle, on peut y aller. La publication, on vérifie qu'il y a tout le système, on peut y aller. Donc c'est important de vérifier votre modèle, d'avoir le bon modèle. On n'a pas toujours en science le bon modèle. Et là, par exemple, on est en train de travailler avec le comité Vérinfo Covid sur un papier qui parle du fait que les vaccins SARS-CoV-2 pourraient rentrer dans les cellules.
Sauf qu'on se pose beaucoup de questions sur le modèle utilisé. Est-ce qu'ils ont le bon modèle, etc. Est-ce que les doses pharmacologiques qu'ils ont utilisées, est-ce qu'il se passe pareil chez l'humain, etc. Bon, donc on a ça. Il faut vraiment se poser ces questions sur le modèle et sur les contrôles que l'on va avoir. C'est vraiment la base, c'est vraiment l'essentiel, parce que sans ça, vous ne pourrez pas conclure. Voilà le petit cours sur comment est-ce qu'on design un projet en biologie et comment est-ce qu'on affine l'hypothèse, comment est-ce qu'on change d'hypothèse en cours de route. Ça ne veut pas dire que votre hypothèse initiale est fausse. Nous, on a dit angiotensine 7 permet de déréguler, de diminuer la quantité d'aldostérone. Dans les premiers temps, on s'est dit, tiens, ça peut être faux parce que, tu vois, ça l'augmente. Mais en fait, ça dépendait des doses. Et on s'est dit, si on stimule en plus de ça ACE2, et on a vu qu'il y avait une diminution d'aldostérone, mais sous certaines autres conditions à laquelle on n'avait pas pensé au début. Donc, vous voyez que les systèmes sont toujours plus complexes. Mais on a fait d'autres hypothèses, ça doit passer par un récepteur, etc. Bon, donc, on voit que l'hypothèse du début peut être pas tout à fait juste parce qu'il manque des éléments, et c'est pendant que vous allez faire les manips que vous allez rajouter des éléments qui vont faire que cette hypothèse est un peu plus juste parce que plus détaillée, mais que vous allez faire d'autres hypothèses au milieu qui vont vous permettre de comprendre les résultats que vous avez. C'est pour ça que la recherche aussi, c'est le temps long, parce qu'il faut arriver à tous ces résultats-là. Ça, c'est important. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Elle est un peu plus longue que d'habitude, mais parce que j'essaie de vous expliquer plus en détail. C'est finalement un cours quelque part sur comment est-ce qu'on écrit un projet de recherche en biologie, comment est-ce qu'on choisit les modèles. Alors, je pourrais vous parler des modèles animaux aussi, pourquoi est-ce qu'on prend plutôt le rat que la souris, etc. Ça sera peut-être dans d'autres vidéos. Mais là, je voulais vous parler de manière générale. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de commenter, de la liker, de la partager. Je tiens à préciser en cette fin de vidéo, et j'espère qu'elle regardera la vidéo en entier. Madame de Vissigny a fait la promotion de ma chaîne hier sur son Twitter. C'est un compte que je suis et des vidéos que je suis. Alors ce sont des vidéos qui sont assez marrantes. Elle utilise un humour un peu grinçant et acide, et moi j'aime beaucoup cet humour-là. Et elle a une bonne communauté. Donc elle se rit des complotistes et de ceux qui vont progressivement vers le complotisme. Et c'est très très bien fait, les textes sont très très bien écrits. J'aimerais l'inviter d'ailleurs sur la chaîne, il me semble qu'elle travaille en physique, elle fait de la recherche en physique. Je souhaiterais discuter de ça avec elle, de l'inviter sur la chaîne. Donc je la remercie infiniment d'avoir fait la promotion de la chaîne et j'espère qu'elle regardera cette vidéo en entier. Je vous remercie vous de l'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner si vous découvrez la chaîne, de cliquer sur la petite cloche, vous savez que c'est important pour recevoir une notification. Et si vous voulez aider la chaîne financièrement, je vous invite bien évidemment à le faire. Vous pouvez le faire via le Utip. Si vous aidez la chaîne financièrement, vous aurez des vidéos privées. Pour l'instant, il y en a 2 qui sont sorties, qui ont été, il y a 1 an, je pense, quelques mois, 8 mois, 1 an, quelque chose comme ça. Il y en a 2 qui sont sorties. Il y en a une en préparation sur le livre de Pfizer, du patron de Pfizer, c'est très intéressant. Et une autre que j'ai commencé à préparer, que j'ai pu retravailler depuis quelques temps, mais qu'il faudrait que je m'en remette, c'est sur un bouquin sur Raoult. Voilà, donc si vous voulez recevoir ces livres, ces vidéos sur ces livres, c'est si vous aidez la chaîne, a toujours besoin d'aide, vous le savez très bien. Merci, au revoir.